mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaati politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee ba peuple bi si yoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé. Siré Sy, bonjour. Bonjour, Bayoma. Vous êtes candidat à la présidentielle de février 2024 autour du slogan Gorgori Menanek. Alors, Siré Sy, vague d'arrestations, emprisonnement, délit d'opinion, que vous inspire une telle situation? Manque de sérénité, j'allais dire d'abord dans un premier temps, parce que souvent, on peut estimer d'une part que les vagues d'arrestation pourraient être le symbole d'une forme de puissance, mais aussi ça peut être aussi le symbole d'une forme de perte de sérénité. Vous savez, quand on perd, disons, le nord, on a comme l'impression que l'ultime solution serait, disons, la violence ou les arrestations. Donc on peut l'analyser du point de vue double, mais je préfère retenir un manque de sérénité du pouvoir en place, d'autant plus que les vagues d'arrestation, à y regarder de plus près, on a comme l'impression que ça ne concerne qu'une partie des populations, dont notamment, disons, l'opposition de manière globale. Et pourtant, les griefs qui sont reprochés à ceux qui ont été arrêtés, ce sont plus ou moins les mêmes griefs qu'on pourrait reprocher à ceux qui sont de l'autre camp, tant qu'il est vrai par rapport aux paroles, par rapport aux actes qu'ils posent dans l'espace public et dans l'espace médiatique. C'est ce que les Wolofs appellent le Kumba Amdei et Kumba Amondei. Donc, vague d'arrestation, oui. Encore faudrait-il qu'il faut arrêter tous ceux qui sont dans les mêmes logiques. Mais arrêter certains pour ne pas arrêter d'autres, à mon avis, donne l'impression de manque de sérénité, d'une tentative de musellement. De démantèlement d'un parti d'opposition. Absolument. Et je parlerais même de musellement, ou bien d'un sentiment de faire peur. Et je pense je pense que le président de la République, si tant est que c'était sa volonté, en faisant du musellement ou bien des arrestations, je pense qu'il aura réussi à partir de Yewwi Askan Wi, sauf excepté Ousmane Sonko. Parce que quand vous regardez de plus près, les leaders de Yewwi Askan Wi avaient prévu de faire des conférences de presse. À 3 reprises, ils ont été reportés. Ces conférences ont été reportées. Pourquoi elles ont été reportées? Est-ce qu'il y a une crise interne au niveau de Yewwi Askan Wi qui ferait que, au nom de cette crise-là, on ne parle pas plus le même langage parce qu'on n'a plus les mêmes intérêts, ou bien ils ne veulent pas être poursuivis pour d'éventuels propos qu'il aurait tenus, parce que décidément l'atmosphère et le temps qui court est au temps des interpellations. Et finalement, ça a été tenu. La conférence de presse. Et effectivement, mais ça a été reporté à deux reprises. Est-ce que c'est la vague des arrestations qui fait que certains leaders avaient reculé pour ne pas dire le mot de trop, pour être appelés pour diffamation ou insurrection ou atteinte aux sûretés de l'État? En tout cas, fort heureusement que le président de la République et le gouvernement puissent se ressaisir, parce que nous venons d'apprendre à l'instant la libération du docteur Babacar Niang. Absolument. Parce que la vague des arrestations, quand on le scrute bien, c'était parti du champ politique pour venir maintenant se retrouver dans d'autres forces vives de la nation. C'était la santé avec Dr Niang, peut-être éventuellement avec le système éducatif. Or, le propre de ce genre de situation, c'est que ce sont des gens qui sont syndiqués. Et tout le monde sait que c'est les syndicats qui tiennent haut la main ce qu'on appelle le front social. Et si vous arrêtez le Dr Niang, si vous arrêtez les enseignants, vous avez sur votre dos et le syndicat des médecins et le syndicat des enseignants. C'est beaucoup plus le motif pour lequel il a été arrêté que le principe même. Absolument. Et là, je ne vois pas
au nom de quel motif Dr Niang pourrait ou devrait être arrêté. Parce que je considère qu'il y a deux fonctions sur la tête du Dr Niang. Il y a une fonction de manager, parce que c'est lui le propriétaire, si je ne m'abuse pas, de Souma Assistance. Dès lors qu'il est un manager, il n'est pas dans les tâches opérationnelles, il est dans les tâches de management, de gestion et d'administration. Et tout au plus, tout accident qui se passe dans son établissement, il ne peut pas engager sa responsabilité pénale. Parce que c'est le manager. C'est le manager. Tout au plus, il peut engager sa responsabilité civile, parce qu'il est la personne morale de l'établissement. Donc, en aucune manière, parce qu'en pénal, la responsabilité, elle est directe et personnelle. Donc, j'enlève sa casquette. Il ne devrait pas être arrêté en tant que créateur ou fondateur ou directeur d'établissement. L'autre casquette, c'est le médecin. Il est urgentiste. D'abord, la première question que je me pose, c'est que est-ce que il est poursuivi, je pense, inculpé pour non-assistance en personne en danger. La première question que je voulais poser, le jour où on a mené le malade, paraît-il, il est décédé, que Dieu accueille son âme au paradis, est-ce que Dr Niang était d'abord à l'hôpital? Parce que le principe de non-assistance à une personne en danger, encore faudrait-il qu'il y ait un lien direct. Un lien direct. Ça veut dire que depuis les brancardiers, les ambulanciers, jusqu'aux aides-soignants, etc. Première chose. Et deuxième chose, je ne pense pas, pour un médecin qui aurait choisi de se spécialiser en urgence, pour devenir urgentiste, à un âge très avancé de sa vie, parce qu'il est Dr Niang aussi, il n'est plus un jeune, c'est un grand monsieur, Bédiao, comme nous nous disons. Je ne pense pas que quelqu'un qui ait choisi la spécialité des urgences, à cette étape de son âge, puisse refuser de prendre un malade parce qu'il appartiendrait à un cas ou à un autre. Je pense que, d'abord pour deux raisons. La première raison, c'est le serment d'Hippocrate qui pèse sur eux. Deuxième raison, on ne peut pas faire la spécialisation des urgentistes, si on n'a pas plein d'humanité. Et celui dont je ne connais pas, le Dr Niang, mais j'ai vu à travers la Covid, etc., il me semble qu'il a plein d'humanisme. Pour être un urgentiste, il faut vraiment aimer l'humain, parce que l'urgence ou l'urgentiste intervient sur des cas désespérés où les minutes sont comptées. Et je ne pense pas que à ce niveau de son parcours personnel, professionnel et de son engagement dans l'espace médiatique, qu'il puisse refuser de sauver une vie, parce que je ne pense pas qu'il voit la vie en marron beige ou la vie en vert rouge, mais il ne voit que la vie humaine. Donc, dans l'un comme dans l'autre, je ne voyais pas les raisons objectives pour lesquelles il serait convoqué. D'autant plus qu'il aurait dit lui-même, à travers la presse, qu'il n'a pas fait des actes médicaux sur Ousmane Sonko. Donc, pour quelle raison on devrait l'arrêter? Pour quelle raison? D'autant plus que je peux comprendre le souci d'un État qui estime que dès lors que Ousmane Sonko a dit publiquement que les forces, et a même accusé que les forces de défense et de sécurité veuillent attenter à sa vie, je peux comprendre une forme de légitimité de l'État de pouvoir y voir beaucoup plus clair. Mais y voir beaucoup plus clair ne veut pas dire aussi violer ce qu'on appelle le serment d'Hippocrate dans sa partie qui s'appelle le secret médical. Et je pense que... et tout citoyen a droit à la santé. Absolument, tout droit, absolument. Et donc je pense que... heureusement que la raison a prévalu au niveau des plus hautes autorités
pour que véritablement Dr Nia puisse retrouver les siens. Mais est-ce que c'est du déjà vu, ce à quoi nous assistons, cette vague d'arrestations? On a essayé de comparer avec le Parti démocratique sénégalais. On le cite à tort ou à raison. En 88, tous les cadres du Parti démocratique sénégalais avaient été arrêtés et cela n'a pas empêché Abdoulaye Wade d'arriver au pouvoir en 2000. En termes de similitude, de comparaison, oui, est-ce que ce à quoi nous assistons aujourd'hui ressemble à du déjà vécu? Non, je pense que c'est inédit même, c'est inédit dans la démarche. Parce que avant, les vagues d'arrestation concernaient un corps social, c'est-à-dire que la classe politique. C'est avec le président Macky Sall qu'on assiste à des externalités. Ça veut dire qu'on arrête les acteurs du corps politique, corps social politique, mais en dehors du corps politique. Les médecins, les enseignants, etc. Donc, les Olofines djéggi frontière, première chose. Oui. Maintenant, deuxième chose, effectivement, comme vous l'avez dit, dans les années 80 jusqu'aux années 90, la vague des arrestations n'a pas empêché le président Abdoulaye Wade de gagner les élections. Et je pense qu'on est aussi dans cette même tendance. Parce que en réalité, pour Abdoulaye Wade, quand est-ce qu'il a gagné symboliquement le pouvoir avant de le gagner dans les urnes, matériellement? C'est l'affaire Babacar Seye, maître Babacar Seye. L'assassinat. Voilà, que l'assassinat en 93, que Abdoulaye Wade a gagné symboliquement le pouvoir politique d'État. Un pouvoir politique d'État, on ne le gagne pas aux urnes d'un trait. Les urnes n'est que la phase terminale d'un processus qui aurait commencé depuis longtemps. On gagne le pouvoir du point de vue symbolique et après du point de vue politique. Et Abdoulaye Wade aurait gagné le pouvoir en 93 et dont l'achèvement sera en 2000. Parce qu'en 93, pour gagner un pouvoir politique, il faut gagner d'abord le pouvoir de l'opinion, ce qu'on appelle la bataille de l'opinion. Et en 93, que l'opinion a été en la faveur de Abdoulaye Wade, parce qu'on l'avait accusé d'être l'auteur, disons, de cette affaire-là. Ce qui fait qu'Abdoulaye Wade, avec le procès retentissant, avait fini de gagner le cœur de ses semblables avant de gagner leur raison à partir de 2000. Ce sera aussi plus ou moins la même chose avec le régime en place. Il m'a semblé que c'est en partie de mars 2021 que Ousmane Sonko, très bien, que même si je ne dirais pas que Ousmane Sonko a gagné, mais que Macky Sall a perdu le pouvoir symbolique et que d'ici il va le perdre s'il est candidat même en 2024. Non, il va le perdre du point de vue politique. Là, il a perdu du point de vue symbolique. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est à cette étape-là que Ousmane Sonko a gagné ce qu'on appelle la bataille de l'opinion. Et le président Macky Sall et son régime, ils ont commis une erreur stratégique en termes de communication. Autant qu'on s'en rappelle, avant 2021, les événements de 2021, avant les crises, il avait dit à ces gens de ne pas en parler. Et l'autre camp, Ousmane Sonko, en a profité pour occuper l'espace médiatique, pour transformer ou transmuter une affaire juridique en une affaire politique. Et il a gagné la sympathie et la bataille de l'opinion. Et d'ailleurs, la réalité aujourd'hui, c'est que 2 ans, 3 ans après, le régime en place vient de réaliser l'erreur stratégique et ils vont commencer à réinvestir les médias, les plateaux, etc. Et donc, ça veut dire que quand vous perdez, disons, la bataille de l'opinion, vous perdez le pouvoir symbolique. Et c'est ça qui est arrivé aujourd'hui avec le régime du président Macky Sall, parce que je ne dirais pas le peuple, mais une très bonne partie du peuple, dont notamment la jeunesse, aujourd'hui, me semble... Et en parallélisme des formes, c'était Pastef face à l'APR. Tant qu'on était dans le registre politique, le rapport de force se percevait entre les deux partis, les deux formations politiques. Aujourd'hui, quelle est la situation avec justement les FDS, les forces de défense et de sécurité, avec le rouleau compresseur qui est agité aujourd'hui? Quelle lecture? On peut avoir 2 lectures. La première lecture, c'est que Ousmane Sonko, Pastef, et même Yewwi Askan Wi, contre APR, Benno Bokk Yakaar,
premier rang. Coalition contre coalition. Là, on est dans le champ purement politique. Oui. Acteurs politiques, jeu politique, stratégie politique. Oui. Premier combat, 2021, l'opposition gagne. Deuxième combat, à partir de, disons, 2023, ces derniers événements, Oui. le pouvoir tient le bon bout. Mais qu'est-ce qu'il est se ressusciter. Très bien, semble se ressusciter. Mais Oui. qu'est-ce qui s'est passé dans l'intervalle? C'est que le régime en place, à une confrontation éminemment politique, n'avait pas de répondant. Aujourd'hui, comment le pouvoir en place va prendre le dessus sur l'opposition? C'est-à-dire qu'il ne va plus être dans le champ politique, mais il va être dans le champ institutionnel. Ça veut dire quoi? Avant, à la contradiction politique, où c'est les acteurs politiques, l'opposition aurait gagné, Ousmane Sonko aurait gagné la bataille. Le président Macky Sall, pour se venger, après s'être rendu compte que du point de vue politique, il n'avait ni les hommes, ni l'appareil pour donner une réponse politique à une question politique, pour parler comme Isaac Jacob Ndiaye, à une question politique, de donner une réponse politique. Maintenant, à une question politique, il lui donne une réponse institutionnelle. En quoi faisant? En mobilisant les forces de sécurité et de défense et en mobilisant la justice. C'est ce que j'appelle souvent la juridisation de la vie politique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, et c'est là où ça devient dangereux pour le président Macky Sall. Parce qu'en ce moment, il n'aura plus à faire seulement avec Ousmane Sonko et l'opposition. Il aura sur son dos le peuple sénégalais, disons-le comme ça. Parce que vous savez, Karl Marx disait, quand la conscience s'empare des masses, elle devient révolution. Et le pire, c'est le présent. Et la conscience politique s'est emparée des masses. Comment la conscience politique s'est emparée des masses? Le peuple sénégalais estime qu'il a déjà payé le prix fort en termes de pertes en vies humaines pour régler une question dont elle ne veut plus l'avoir par devant lui. Le troisième mandat. La question du troisième mandat. Avec 14 morts. Avec 14 morts. Oui, en 2012. En 2012. Oui. Donc la problématique, aujourd'hui, à moins d'1 an des élections, le président de la République, comme on aurait dit en Wolof, il est tout firiouillou. Donc on laisse. Et donc, déjà, le peuple ronge les freins et attend. Deuxièmement, le peuple ronge les freins parce que le peuple estime que entre les politiciens, lui, il est arbitre. Et il n'intervient dans le combat politico-politique que le jour des élections pour arbitrer. Mais en attendant, le chef de l'État dit clairement que la question juridique est réglée. Maintenant, c'est la question politique. Et pour l'instant, il n'apporte pas de réponse à savoir s'il va être candidat ou pas. Et d'ailleurs, c'est là où ça devient dangereux. Parce que le peuple estime, après avoir pris position sur la question de la troisième candidature, troisième mandat, si vous voulez, mais il estime que il y a un faux jeu à la bolotte. Comment on faisait la bolotte? Ça veut dire que le président Macky Sall et le régime est en train de prendre ce qui relève, ce qui appartient à tout le monde, les institutions, pour en faire un combat crypto-personnel politique. Ça veut dire que, et ça, le peuple souvent ne le pardonne pas à ses dirigeants. C'est-à-dire que la forte mobilisation des forces de défense, la forte mobilisation de la justice, pour à la limite traquer, éliminer, disons le mot, c'est comme ça, un candidat à des fins purement politiques, ce n'est pas aussi du goût de ce peuple. Et ce qui va caractériser ce peuple, c'est que c'est le caractère imprévisible de ce peuple, le caractère factice même de ce peuple. Qui donne l'impression de ne pas s'intéresser à ce qui se joue présentement. Absolument. Or, Olof Ndiaye day wax ni cellub mag du ay nelawam. Ça veut dire que là où le président ou le régime pense que les perturbations vont partir des procès juridiques, c'est-à-dire que du champ politique, c'est le champ social
que les perturbations pourront provenir sans pour autant que... tout ce que je veux dire, c'est que le président et le régime, le président Macky Sall et le régime en place sont tellement obnubilés par le combat politique qu'ils mènent contre Sonko tout en oubliant le peuple. Et en même oubliant qu'ils sont en train d'empiéter sur le périmètre du peuple. Et ce peuple-là, du fait du caractère imprévisible de sa réaction, peut être une surprise stratégique pour le régime en place, soit en disqualifiant Sonko lors de la procédure judiciaire, ou bien en imposant au peuple sénégalais ce qu'on appelle la troisième candidature qui est derrière nous. Oui, d'où est derrière nous cette troisième candidature. Aujourd'hui, la substitution sur le terrain politique avec justement la forte présence des forces de défense et de sécurité est fait de façon intentionnelle avec des objectifs inavoués. Oui, là également, ça nécessite une analyse. Oui, mais en fait, le président de la République, si vous remarquez bien, il m'a semblé qu'il reprenne un peu du poil de la bête, mais pendant 1 an ou 2 ans, du point de vue de la contradiction politique, du point de vue du débat politique, l'opposition avait vraiment pris le dessus sur le régime en place. Sur les plateaux, sur les réseaux sociaux, etc. Ça veut dire qu'on notait un déséquilibre à l'avantage de l'opposition sur le régime en place. Il nous a semblé que le président Macky Sall fait usage de l'institutionnel, les forces de défense et de sécurité, la justice, parce que peut-être... Et ça annihilie le débat démocratique. Très bien, peut-être que il n'a entre ses mains que ces forces-là capables de le défendre quand ces forces politiques ne font plus le poids, aussi bien dans les espaces médiatiques que dans les espaces publics, mais réseaux sociaux, comment etc. c'est arrivé? Comment? Voilà, c'est parce que Sonko a gagné la bataille de l'opinion, en fait. C'est ça que je veux dire. Oui. Ça veut dire que c'est comme disait Aladji Malik Serigne Touba, ça veut dire que nañu njëkk Sénégalais yi comme tubaab yi njëkk nañ leen ci xel yi nañ leen njëkk ci xol yi. L'opinion, parce que c'est fait en définitive, c'est Pastef ou l'opposition a été extrêmement puissant dans la fabrique de l'opinion. Et tout le monde sait que dans nos environnements, surtout dans nos sociétés africaines, c'est pas toujours la vérité qui est la vérité, mais c'est la perception qui devient vérité pour bien des cas. Et aujourd'hui, il m'a semblé que Ousmane a gagné la bataille des cœurs quand le président Macky Sall a gagné peut-être la bataille de la raison, de la rationalité, parce qu'il a encore les cartes en main. Mais si on s'en tient à Senghor, qui disait que l'émotion est nègre, et la raison est hellène, je n'en sais pas beaucoup, mais en tout cas, la meilleure manière de conquérir la raison, il faut d'abord conquérir le cœur, je pense. Et Ousmane a plus l'opposition a davantage conquis le cœur d'une bonne partie de la jeunesse sénégalaise, de par son discours, mais pas seulement de par son discours, mais aussi de l'assaut, c'est vraiment de l'assaut, c'est le terme, des représailles, de la pression qu'il est en train de subir du fait du régime, parce que même si on le voit dans nos pures traditions, sénégalais bëggul kuy néewal nit doole, ku koy néewal doole, c'est-à-dire que même mag boo ko fekkee muy dóor xale, excusez-moi de parler un peu wolof, même mag boo ko fekkee muy dóor xale, même bu fekkee xale bee tooñ, yow li ngay njëkk a def mooy àtte. Bu àtte jeexee wala nga ñëw songu mag bi, yow doo jéem sax xool xale bi lan la ko def ak yooyu, mais c'est que sunu culture ak sunu tradition bëggul ñu fekk fu ñuy néewal doole. Te pendant un certain temps, c'est vraiment le terme qui sied, Ousmane Sonko subit des assauts. Et s'il avait subi les assauts du point de vue politique, ça c'est l'affaire des politiciens entre eux, mais il subit un assaut politique avec les instruments institutionnels. Et là, c'est là que ça en est de trop quand même. Ça fait défaut. Ça fait défaut. Oui, aujourd'hui, le président Macky Sall, vous l'avez dit, déplace le problème au niveau des institutions. Ça présage quoi? Qu'il n'a plus la force politique? Absolument, absolument. Oui. C'est-à-dire que le débat politique,
ou le combat politique, qui est éminemment politico-politique. Le président Macky Sall est dominé aussi bien dans les espaces publics que dans les espaces médiatiques, les réseaux sociaux, etc. Parce que la majeure partie pense qu'il souhaiterait faire une troisième candidature. En tout cas, les indices que Ismaïla Madior Fall, que lui-même il donne, présage qu'il y a une volonté peut-être de briguer troisième candidature. Et ça crée un bloc, au front de refus par rapport à cette... Il s'était déplacé, par exemple, ce samedi au niveau de son siège pour remobiliser les troupes. Absolument. Aujourd'hui, ça indiquerait quoi? Erreur stratégique monumentale. Ah oui? Et d'ailleurs, ça vient conforter ce que je suis en train de dire. Parce que quand le président Macky Sall se retrouve au siège de son parti, donc ce n'est plus l'institutionnel, mais c'est le président de parti politique. L'erreur stratégique qu'il a fait en communication, il n'aurait dû jamais parler des affaires de Ousmane Sonko, des années annexes ou connexes à Ousmane Sonko, dans ce lien-là. Parce qu'en parlant dans ce lien-là, on dirait comme il fait usage de l'institutionnel pour venir régler une question éminemment politique. J'aurais été lui, je parlerais de tout, sauf des affaires institutionnelles, parler, remobiliser ses troupes, essayer de parler de son bilan, essayer de parler de projections. Mais s'il va là-bas au siège de la paix pour dire que force restera à la loi, que quelque chose comme ça, et que voilà, les gens n'ont qu'à se tenir prêts, et que voilà, on va mettre, etc. Là-bas, il ne parle plus en tant que Macky Sall, chef de parti. Parce que s'il parle en tant que Macky Sall, chef de parti, sur quelle force il va compter si ce n'est les marrons du feu, etc. Et ça, on n'est pas dans la République. On n'est pas dans la République. S'il dit que force va rester à la loi, les forces de sécurité et de défense vont faire le job, c'est parce qu'il s'appuie sur les forces. Et l'autorité qu'il a, je vous rappelle que le président de la République est le seul civil qui a autorité et commandement sur le militaire. Et s'il en est ainsi, et s'il en a le pouvoir, c'est parce qu'il est de l'institutionnel. Pour vous, il faut dissocier les deux. Il faut dissocier. Et d'ailleurs, c'est tout le combat des assises nationales. Et c'est un exercice extrêmement compliqué. Il faut beaucoup d'élégance, beaucoup de hauteur pour véritablement un président qui arrive au pouvoir par le biais d'un parti politique, pour puisse avoir de la hauteur, pour ne plus être dans le jeu partisan, pour être, disons, dans les enjeux nationaux, dans les enjeux stratégiques. Malheureusement, ce dédoublement fonctionnel font qu'aujourd'hui, on ne sait plus. Et ceux qui craignent le scénario du chaos aujourd'hui, ont-ils raison, ont-ils tort? Est-ce que c'est pas parce que la posture incarnée par le président de la République, président de parti, qui peut favoriser ce scénario du chaos? Absolument. On parle de mortal combat. Absolument. En tout cas, tous les ingrédients aujourd'hui sont réunis. S'il n'y a pas un sursaut, disons, national, et qu'il n'y a pas de compromis dynamiques, qu'il n'y a pas de concessions, je ne vois pas en quoi nous n'allons pas droit au mur, et c'est dommage de le dire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je voulais d'abord interpeller nos chefs religieux, parce qu'on est au mois béni du Ramadan, weeru yërmande. Tout ce qu'ils ne peuvent pas régler en ce mois béni de Ramadan, je ne pense pas, au-delà du Ramadan, qu'ils puissent le régler, parce que c'est un mois béni, comme on le dit. Et je les interpelle. Est-ce que c'est pas trop tard? Est-ce que ça n'a pas atteint un niveau de non-retour? Non, la situation est encore récupérable. Je pense qu'il reste encore un petit mètre qu'on n'a pas encore franchi. Et d'ailleurs, comme on dit en wolof, yërmande bi ci weeru koor ak ngëneel gi ci weeru koor, j'en appelle à nos autorités religieuses d'en saisir la substance sacrée
de ce mois béni de Ramadan. À quelle fin? Puisque il s'agit là de la machine judiciaire qui est déjà mise en branle, les dates sont déjà connues, le 30 est annoncé. Oui, mais cela n'exclut pas, il y a une médiation pénale. Le droit prévoit en son sein des mécanismes qui vont aller dans le sens du compromis, dont la médiation, disons, pénale. Aujourd'hui, si Monsieur le ministre Mbaye Niang venait à retirer sa plainte, je pense que l'action publique pourrait être atteinte. Ça veut dire que c'est la justice qui est au service des hommes et non pas l'inverse. Et je pense qu'aujourd'hui, le procès qui cristallise les tensions, ce n'est pas le procès Adji Sarr, mais c'est le procès Mame Mbaye Niang, parce que l'État, me semble-t-il, tient un bon bout. Maintenant, si la sagesse va prévaloir à la suite de l'intervention de nos chefs religieux, je pense qu'on peut sauver la situation. D'autant plus que si Monsieur le ministre Mame Mbaye Niang estime que sa dignité, que sa moralité est extrêmement importante, je lui dirais que la sacralité de la vie humaine est au-dessus d'une quelconque dignité, même si je reconnais la dignité humaine. Chaque personne a une dignité. Et je pense qu'en ce mois béni de Ramadan, j'y reviens ici, dañu nekk ci période du jéggale ak jéggalu. Mais parce que là, on a connu quand même des événements difficiles. Allusion à mai 68, on a connu et rappelé l'histoire avec le général Jean-Alfred Diallo. Aujourd'hui, le Sénégal vit justement des moments difficiles. Avez-vous l'impression aujourd'hui que ces moments difficiles devraient être traduits en opportunités? De toutes les discussions que j'ai eues, de tous les entretiens que j'ai eus, aussi bien au niveau national qu'international, tout le monde s'attend à ce que le Sénégal bascule. C'est l'intensité du basculement qui est la grande inconnue, mais pour eux, le Sénégal risque de basculer. Et c'est là où j'ai foi au génie de mon peuple. La particularité et la caractéristique du Sénégal, c'est qu'à chaque fois que les gens sont désespérés du Sénégal, c'est que le Sénégal va montrer de quoi il est capable. À chaque fois que les gens pensent que nous allons droit au chaos, que les gens... Il reste encore des ressources. Il reste encore des ressources. Et c'est au nom de ces ressources-là que je veux réveiller chez le président Macky Sall, que je veux réveiller chez Ousmane Sonko, que je veux réveiller chez nos guides religieux, chez nos forces vives, que nous puissions en échanger. Parce qu'en définitive, Sénégal du dëkk bu rëy grand, ñun ñëpp ay mbokk nañu. Bala nga koo xam dëj am, bala nga koo xam ngénte am, bala nga koo xam takk am. ñu ni neen la luñ fi mënta waxtaane rek amut quoi. Mais kon donc nañu ko waxtaane ndax waykat bi réeroo amul ñàkk waxtaan moo am. Alors dans un contexte particulièrement difficile aujourd'hui, on a parlé de cherté de la vie, on est en période de Ramadan, période de carême, le marché devient très très difficile avec la cherté des denrées de première nécessité, la conjoncture économique. Aujourd'hui, est-ce que nous n'avons pas assez de priorité aujourd'hui pour justement résoudre les préoccupations des Sénégalais qui semblent être relégués au second plan? Et d'ailleurs, j'en ai deux grilles d'analyse. La première grille d'analyse, elle est, disons, politique. La seconde grille d'analyse, elle est économique par rapport à cette situation. La responsabilité de la classe politique sénégalaise dans l'ensemble, moi-même y compris, de 2012 jusqu'à aujourd'hui, nous avons baissé l'ambition du Sénégal. La classe politique sénégalaise, de 2012 à aujourd'hui, a baissé l'ambition du Sénégal. C'est-à-dire qu'on était tellement dans une très belle trajectoire que finalement, d'un coup, on est sorti des rails pour être dans les égouts, pour être dans les
je ne sais même pas quoi, alors que nous étions si bien partis, comme le dit Mamadou Dia, de la séquence de 2014 jusqu'en 2019. Vous savez, quand Senghor était là, le débat politique, le débat national était un débat qui volait très haut. En face, il avait une opposition qui avait aussi de la substance. Le débat était très profond. Quand Abdou Diouf est venu avec Abdoulaye Wade, quoi qu'on puisse dire, le débat est un débat économique, dans un contexte de plan d'ajustement structurel, d'approvisionnement. Donc on était sur la perspective de défricher des horizons nouveaux. Malheureusement, en 2012, quand le président Macky Sall est arrivé, on était très bien parti d'ailleurs, à la faveur de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent, qui nous a donné des résultats plus que satisfaisants, surtout sur la période 2014-2019. On était sur vraiment une rampe d'émergence. Mais subitement, à partir de 2020, on a commencé à dégringoler. D'abord du fait d'un phénomène exogène, c'était la Covid. Exogène, la Covid, et deuxièmement, depuis l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr, où comme si le Sénégal n'a plus d'ambition, que c'était affaire de etc. Donc, ça c'est la dimension politique. Maintenant, j'en viens à la dimension économique. C'est aujourd'hui et ici et maintenant, comme le disent les latins, hic et nic, que commencent les effets néfastes de la Covid. La Covid en 2019-2020, c'était le temps de la riposte. Maintenant, c'est à partir de 2022, 2023 et 2024 qu'on va commencer à vivre les effets néfastes de la Covid. Première chose, direct. Les conséquences. Avant, c'était les causes. Il fallait circonscrire. Mais là, on commence à subir de plein fouet les conséquences. Première logique. Deuxième logique. Toujours en termes de crise exogène, ce qui se passe en Ukraine, ça fait déjà 1 an. Les conséquences commencent à se faire sentir. Même le tremblement de terre en Turquie, les conséquences vont venir. Ça veut dire que 2023 et 2024, la conjoncture économique sera extrêmement difficile. Avec une inflation galopante. Et deuxièmement, vous y ajoutez le contexte d'incertitude de ce pays, qui fait que les investisseurs rognent les freins, ils ne viennent pas. Deuxième facteur, la situation politique n'est pas très encourageante à des investissements, à un retour des capitaux. La conjoncture internationale, elle est défavorable. Troisièmement, le gouvernement s'est trompé d'angle d'approche pour prendre en question les problèmes économiques. Si le président Abdoulaye Wade avait même fait son meilleur culpa en disant que son plus grand échec dans ses politiques publiques, c'était l'emploi. Aujourd'hui, on peut dire, sans risque de se tromper, à 11 mois de la fin du mandat du président Macky Sall, que l'un de ses échecs en termes de politique publique ou bien ses insuffisances aura été l'emploi, comme Wade. Mais lui, il a un second handicap, la vie chère, la non-maîtrise. Et les problèmes de gouvernance aussi. Absolument, les problèmes de gouvernance. Et puis, ce qui est bizarre, c'est que pour autant, jamais dans un régime, on a autant injecté de la liquidité pour prendre en compte, disons, le pouvoir d'achat du consommateur. Je sais que ce n'est pas par manque de volonté, hein. Ils sont pleins de volonté. Mais il y a des problèmes préalables qu'ils n'ont pas réglés, qui font que leur politique échoue à chaque fois. Parce que quand vous dites, et ça c'était très keynésien, quand vous dites que vous allez augmenter le pouvoir d'achat en augmentant les salaires, parce que vous avez 2 leviers en économie, soit vous augmentez les revenus, ou bien vous baissez les prix. Si vous prenez l'option d'augmenter les revenus, vous pouvez le faire que par rapport au secteur formel. Les fonctionnaires, c'est même pas 1/10. Oui, c'est une approche keynésienne que Abdoulaye Wade avait bien utilisée. Mais finalement, ça n'a pas donné. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a reconnu son échec. Et donc, ce qui fait que ils ont beau augmenter les salaires, et ça a été très dangereux. Et ça va les rattraper dans le temps. Et ça va nous rattraper dans le temps. Heureusement, avec les subventions, ça les a rattrapés, bien sûr. Ça nous a rattrapé, et ça va nous rattraper, parce que les niveaux de salaire sont très disproportionnés actuellement. Heureusement qu'on a du pétrole irrigation, on en fait bon usage, ça peut équilibrer la chose. Ça, c'est dans le long terme. Très bien. Ils ont essayé d'augmenter les salaires, ça n'a pas marché. Ils ont essayé de rallonger le volume des bourses sociales, quoi. Ce qu'on a les externalités, ça n'a pas marché. Et là où ça devait absorber, c'était les DER, etc.
Maintenant, certes, ils ont formé beaucoup de jeunes. Ça, il faut le reconnaître. Parce que le plus grand défi, c'est que il n'y avait pas de ce qu'on appelle des ressources longues, de capital. Ensuite, ceux qui devaient entreprendre n'étaient pas bien formés. Donc, ils ont réussi, grosso modo, le pari de la formation. Mais si vous formez les gens, alors qu'il n'y a pas d'usine pour les prendre, alors qu'il n'y a pas de... ça, c'est le talon d'Achille. Ça, c'est la première chose. L'industrialisation. Deuxième chose, si vous formez des gens, et au moment de les financer, au lieu de financer les gens qui ne sont pas éligibles dans les structures de financement, mais vous financez des gens qui sont éligibles. Parce que c'est ça le grand drame de DER. La majeure partie des structures qu'ils ont financées pouvaient être éligibles au financement bancaire ou de la microfinance. Et il fallait réorienter les financements par les exclus, disons, de la banque, les porteurs de projets. Mais ils ont préféré financer des petites entreprises, des petites et moyennes entreprises. Mais la vocation de petites et moyennes entreprises, soit la microfinance ou bien la banque française, la banque classique. Et donc c'est cette erreur stratégique dans le ciblage qui fait que on a sorti énormément d'argent, mais ce n'est pas allé là où ça devait aller. Ce qui fait que les jeunes ont été formés, ils ont eu des projets. Non seulement il n'y a pas des usines pour les prendre, mais ils n'ont pas ils n'ont pas le capital pour démarrer leur propre entreprise. Les petites et moyennes entreprises qui sont là, ils ont eu des financements, ne peuvent pas être compétitifs parce qu'on est dans des économies ouvertes où ils ne peuvent pas faire face à la concurrence chinoise, indienne et turque qui ont commencé à pratiquement dominer notre économie, et voire même marocaine quelque part. Ce qui fait que ils auront beau produire, mais ils ne seront jamais compétitifs parce que ces gens-là, ils viennent avec leur banque, ils viennent avec la technologie, et puis ils viennent avec... Finalement, c'est le modèle qui n'est pas opérant. Le modèle qui n'est pas... Et d'ailleurs, c'est pour ça que chez nous, les gourgourlous, je le dis souvent et toujours, il nous faudrait, pour renverser la polarité, le retour de l'État dans l'économie marchande, avec l'avènement des très grandes entreprises nationales ou mixtes, mais à dominance étatique, comme on l'a connu entre 70 et 80. Oui. Ça, si nous, on ne le fait pas, parce que c'est la seule manière de pouvoir jouer les leviers de la puissance publique qui nous permettront d'avoir des entreprises compétitives. Pour qu'à long terme, où se situerait la différence? Parce que ici, oui, on a senti mieux d'État avec DER, avec tout ce qu'il y a comme possibilité de financement. Vous, avec votre modèle, quelle différence cela va occasionner? Voilà, la différence. De façon précise. Voilà, la façon. Parce que vous optez toujours pour mieux d'État. Absolument. Oui. Aujourd'hui, il est clair que nos petites et moyennes entreprises, dans un jeu de mondialisation avec les règles de l'OMC, ne peuvent pas compétir avec les autres entreprises. Maintenant, en faisant revenir les entreprises d'État dans le jeu économique, ils ne sont pas au même niveau de compétitivité avec le secteur privé, parce que là, c'est la puissance publique. Et pour nous, le retour des entreprises nationales devront permettre à des secteurs névralgiques d'apporter les ressources longues financières dont laissées au privé, aux PME, PMI, ne peuvent pas lever ces fonds-là au niveau de ces banques. Et deuxièmement, les investissements lourds en termes d'écosystème, que l'État puisse les prendre en charge, et en faisant ce qu'on appelle le jeu de la sous-traitance. Ça veut dire que c'est une entreprise nationale qui va s'occuper de ses cœurs de métier. Mais la sous-traitance, elle existe. Hein? Oui, mais elle existe. Mais d'ailleurs, qui a capté le grand marché? C'est le capital étranger. Oui, le capital étranger. Et le capital, mais qui travaille quand même avec mais pour l'essentiel, pour l'essentiel, ils travaillent avec leur PME et PMI. La seule partie où ils travaillent avec nos PME PMI, c'est la partie la plus pauvre en termes de profitabilité économique. Et ce sont... je vais donner un exemple précis. Quand on va construire une route, par exemple, les travaux d'ouvriers, où ça ne demande pas de la qualification, c'est la force de travail. À la limite, ce sont des manœuvres. À la limite, ce sont des ouvriers
qui ne demandent pas une expertise. Et là, on va recruter sur le national. Mais à chaque fois qu'on monte en puissance et en gamme, là où il y a la profitabilité économique, vous ne verrez pas les entreprises sénégalaises parce que vous allez voir... Parce que, je vous donne un exemple. Est-ce que vous savez que les règles du commerce international font que quand une multinationale gagne un marché au Sénégal, même le clou ponte, il n'est pas obligé de l'acheter au Sénégal. Il peut tout importer dans des bateaux, les descendre ici au port de Dakar, faire venir ces PME, PMI, faire de la sous-traitance. Et c'est ça le modèle qui est... Et aujourd'hui, nous n'ayant pas de multinationales et ne pouvant pas compéter au même niveau-là, nous n'aurons que nos entreprises étatiques pour reprendre l'initiative du point de vue économique. Parce qu'on nous a vendu très longtemps une idéologie que l'État n'a pas vocation pour créer de la richesse. Et le modèle chinois a montré que c'est tout à fait... Parce que dans le fond, avec les projets qui se posent, quand on parle des projets, de la plupart du temps de l'opposition face aux projets qu'émettent le pouvoir en place, je crois, de ce point de vue, il y a quand même à redire avec le consommé sénégalais, avec l'exigence de souveraineté par justement les formations politiques de l'opposition pour l'essentiel, face justement au pouvoir en place qui utilise beaucoup plus le capital étranger. Alors de ce point de vue, vous qui êtes candidat, quelle option retenir? Ou bien vous êtes du côté de l'opposition, vous partagez le même projet? Effectivement, je suis de l'opposition, mais je ne suis pas aussi de l'opposition nihiliste. Il faut dire que s'il y a une circonstance atténuante qu'on peut donner au régime en place, le président Macky Sall, c'est que sur bien des cas, ils ont fait des efforts quand même. Parce que en réalité, il y a eu une rupture, une cassure à deux niveaux. La première rupture, c'est un choc exogène. La deuxième rupture, une cassure, c'est un choc interne. Mais s'il n'y avait pas la Covid, s'il n'y avait pas l'affaire Ousmane Sonko, disons-le comme ça. Oui, mais il y a quand même une réorganisation avec le pape Deza. Mais ça ne va nulle part. Le mal était profond. Et d'ailleurs, c'est de ça que nous parlions à l'époque. Mais ça veut dire que le plan Sénégal émergent, en soi, c'est un bon plan, en soi. Mais il ne fait pas dans la prospective. C'est un plan qui faisait dans la planification. Or, si vous faites dans la planification, vous travaillez souvent sur des hypothèses heureuses. S'il pleut, s'il y a ça. Et quand il fallait dépasser l'approche planification à long terme pour aller à l'approche prospective. C'est quoi l'approche prospective? C'est qu'on travaille sur des hypothèses heureuses, mais aussi on travaille sur des hypothèses malheureuses. Le fait de ne pas travailler sur des hypothèses malheureuses qui nous a rattrapés avec la Covid, qui fait que avec la Covid, on ne pouvait plus aller avec le plan Sénégal émergent. On a créé Pape 2A, etc., qui n'était en définitive que de la littérature. C'est-à-dire que depuis la Covid, les projets économiques en soi, à part le BRT peut-être, mais les projets économiques en soi, pratiquement sont au ralenti. Et donc, s'il y a une circonstance atténuante, il peut être de ce facteur-là, et que peut-être que s'il n'y avait pas la Covid, et que s'il n'y avait pas cette ambition de faire un troisième mandat jusqu'à éliminer le poste de Premier ministre, etc., et que le président continue à s'inscrire dans le temps économique et non pas dans le temps politique, peut-être que la situation du Sénégal économiquement serait beaucoup plus reluisante aujourd'hui. Et c'est le temps politique qui a rattrapé le temps économique. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'à l'état actuel, nous pensons que le système économique que nous avons actuellement, et nous avons même depuis Léopold Sédar Senghor, il va falloir non pas le transformer, mais le refonder en fait. Parce que si vous transformez, pratiquement les fondations peuvent, souvent je le dis, vous pouvez transformer et sans pour autant atteindre la colonne vertébrale. Et je pense qu'il nous faut aller atteindre réorganiser l'écosystème de notre économie. Et je pense que, et ça je le dis depuis des années, il y aura point de développement pour nos économies mondialisées que s'il y a
pas le retour des entreprises nationales fortes. Vous savez pourquoi? Parce que eux, ils se sont préparés pour accéder à la mondialisation à travers leurs firmes. Depuis la Seconde Guerre mondiale, ils préparent ce qu'on appelle la mondialisation. À partir du plan Marshall, ils ont développé ce qu'on appelle les multinationales. Les multinationales sont devenues des transnationales. Après les transnationales, on bascule dans la mondialisation. Mais nous, nos structures économiques n'étaient pas prêtes. Nous, on nous a précipités dans la mondialisation. On nous a basculé sans pour autant que nous ne soyons prêts, ni du point de vue des structures mentales, donc je donne les dérives des réseaux sociaux, etc., ni du point de vue des structures économiques. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous, on est dans la mondialisation tout en apprenant la mondialisation. C'est pourquoi il y a dans beaucoup d'aspects, au lieu que nous nous ouvrions à la mondialisation, nous nous offrons à la mondialisation. Et je donne l'exemple avec le pétrole, par exemple. Il nous a fallu presque bazarder nos 2 blocs pour savoir la réalité économique en termes de business model. Quand vous prenez le partenariat public-privé, il a fallu que Eiffage puisse nous avoir pour que nous puissions mûrir jusqu'à développer un nouveau cadre référentiel en termes de partenariat public. C'est-à-dire que nous apprenons. Et nous apprenons tout en étant en mouvement. Mais si on ne fait pas ce que les philosophes appellent des ruptures douloureuses et profondes, nous allons continuer toujours à apprendre parce que du point de vue des structures économiques, on n'est pas prêt à jouer le jeu de la mondialisation. Alors, et là, il faut reprendre. Et là, l'une des meilleures moyens, parce qu'ici, on est dans des pays structurés où l'État est puissant. On attend beaucoup de l'État. Même s'il y a un secteur privé, mais ici, donc cet État-là doit être fort. Il ne doit pas être seulement fort pour sortir les policiers et les gendarmes pour traquer des opposants, mais cet État doit être fort aussi pour jouer ce qu'on appelle le vaisseau amiral en économie, qui sera entouré par des flottilles, les petites et moyennes entreprises. Mais malheureusement, nos États ici ne sont forts que dans des aspects politiques de répression, mais très faibles sur le champ. Alors finalement, il fait face à lui-même. Absolument. Le président Sall aujourd'hui, quelle posture pour terminer? A-t-il les cartes en main? Il n'a pour plus quelle les cartes finalité? Non, il n'a plus les cartes en main, parce que même à l'éventualité que le régime en place va disqualifier Sonko, le régime en place et le président Macky Sall aura sur son dos et en face de lui le peuple sénégalais à l'éventualité qu'il souhaiterait faire une 3e candidature. Ça, c'est la première logique. La seconde logique, qui est là pour moi la logique, disons, pleine de sagesse, c'est qu'il se prononce, parce que au plus tard, le 3 avril, pour d'abord libérer les Sénégalais. Mais c'est libérer lui-même d'abord. Parce que les gars qui défendent sa candidature sur les plateaux, ils sont mal à l'aise déjà. Pour qu'au niveau d'abord de lui, Benno Bokk Yakaar, que les gens puissent savoir sur quel pied danser d'abord. Mais nous, le peuple citoyen sénégalais, qu'on sache en fonction de s'il veut aller ou s'il ne veut pas aller, quelle est la posture à mener. Et s'il y a quelqu'un qui bloque ce pays-là, c'est aussi lui. Parce que le fait qu'il n'ait dit ni oui ni non a pratiquement bloqué ce pays-là. Deuxièmement, à l'éventualité que Sonko soit disqualifié et à l'éventualité que lui-même il se présente, ça veut dire qu'il y aura un bloc contre lui. Non pas parce qu'il a condamné Sonko, mais parce que ceux qui supportent ou des sympathisants vont transférer le combat dans l'affaire de ce qu'on appelle la 3e candidature. Et j'ai comme l'impression que quel qu'en soit le candidat, même moi Gourgourlou, qui se retrouverait en face du président Macky Sall en 2024, il risque de perdre le pouvoir. Et s'il perd le pouvoir, de la même manière que Wade avait perdu le pouvoir en menant le combat, c'est très risqué pour lui. Très risqué pour lui. Pour moi, l'un des actes de grandeur qu'il peut faire et qui peut même sauver ses arrières quelque part, c'est de renoncer à cette 3e candidature dont
je lui en demande solennellement de libérer les Sénégalais en leur disant qu'il n'est pas candidat et de choisir en son sein un candidat à lui pour que nous puissions résolument s'occuper des conditions techniques et matérielles de l'organisation de la prochaine élection, mais surtout d'ici à 2024 de trouver des solutions pour que le gouvernement puisse travailler dans la sérénité pour trouver des solutions économiques, sociales au góorgóorlu dont je suis le prototype et l'exemple le plus achevé, parce qu'on est très 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 fatigué de la conjoncture à la fois économique mais aussi de la conjoncture politique qui nous écrase et nous écrase encore. Et donc vivement, oui, Monsieur le Président de la République, que disons la sacralité du mois béni de Ramadan, excusez-moi parce que Cheikh Modibo Diarra disait que quand il reçoit un appel de Bamako, les mots ne lui viennent qu'en bambara, parce que cet appel a forcément une connotation sociale, soit c'est un baptême, un mariage ou un décès. Il dit que quand il veut réfléchir dans la profondeur, les mots ne lui viennent qu'en français. Mais quand il va agir dans le réel, les mots ne lui viennent qu'en anglais, tout mais tout doux. Et il disait qu'il est polyglotte, non pas parce qu'il parle plusieurs langues, mais en fonction des situations, il utilise plusieurs langues. Et aujourd'hui, ce que je veux dire au président Macky Sall, la langue avec laquelle je veux lui en parler, c'est la langue Wolof. Vous me le permettez, même si je suis un Peul, et je veux lui parler en Wolof. Président, sunu société yi ñu am muy société africaine, c'est des sociétés de l'oralité. Bu ñu nekkee ci société de double culture comme Sénégal, culture occidentale ak culture africaine, du point de vue juridique loolu constitution la ñu am dañu ko bind, mais du point de vue sociologique, anthropologique, sunu constitution c'est la parole et la sacralité de la parole. Et dans nos référents culturels, la constitution symbolique est beaucoup plus puissante que la constitution écrite. Lu tax Sénégalais yi boo dindee diine ci ñoom dindi nga lépp, te diine ji ñu bokk ci kàddu nañ ciy duggee def ashhadu an la ilaha illallah. Lépp lu symbolique lu am solo ci sunu àdduna ci kàddu dañ koy defee. Nit bu juddoo du ñu bind feutre ci jëwam ne ko Duudu la tudd, c'est la parole nañ koy joxee tur ba tax boo ko ne Moodu mu wuyu la. Lu ñuy def bu ñuy mayee jabar kaddu, bu ñuy fasante kaddu. Kon donc kaddu c'est extrêmement important, te yow sa kaddu dab na la ba pare. Kon donc ma lay ñaan président, yàlla na la mbootu weeru koor ak yërmande weeru koor ak tawféexu weeru koor ak lépp lu ñuy wax ci weeru koor animé la, ñu génn ci affaire juridisation yi, nga libéré askan bi ci affaire troisième mandat, parce que yow ku jar a félicité nga, parce que quoi qu'on puisse dire, aucune œuvre humaine n'est parfaite, te yàlla ay la yëwén li nga fi jot a def ci at yi bari na président yu la jiitu en termes de volume. Li nga fi def defuñu ko, même si on peut beaucoup de dire en termes de gouvernance. Kon acca ngacca ngalama yow yaa mën a rafetal sa liggéey, yaa mën a ñaawal sa liggéey, des na ci yow. Sénégalais yi nag ñoom foo leen kupp rek fekk leen fa, boo ko rafetalee ñu walla ni ñoom kenn du leen ji teraanga jam leen naane, boo ko ñaawalee tamit en tout cas man Siré Sy sa mbokk bose yow fële ci àll ba maa la doon wax li candidat, en tout cas la balle est dans votre camp. Tu mérites une sortie honorable parce que tu auras été le président du bilan matériel de tous les records, même s'il y a beaucoup de choses à dire sur le plan de la justice et de la gouvernance, mais loolu disons c'est ça relève de la nature humaine, c'est le fils de l'homme qui est comme ça. Kon donc président li nga fi jot a def yëpp
bul këpp sa yelwaan comme ni koy xale yi waxee bul këpp sa yelwaan am na maafe ci biir am na suppu kànja dëxin su doma daa lépp a ngi ci biir kon bu ko yàq quoi taajal ko rek taalibe yi lekk ko quoi du dëgg. Le serment à respecter, c'est le mot de la fin. Pas de troisième candidature, je ne serai pas candidat. Et je vais organiser des élections libres, démocratiques et transparentes. Je vais exhorter mon gouvernement à trouver des solutions pour atténuer les souffrances économiques et sociales du peuple sénégalais. Siré Sy, merci. Merci beaucoup. Notre invité Siré Sy est candidat à la présidentielle de février 2024 autour du slogan Góorgóorlu mën na nekk. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité. Un grand bravo à l'équipe digitale à la tête Alioune Badara Socé Abdoulaye. Excellente suite de Ramadan et bon carême aussi à nos frères et sœurs catholiques. Gardez l'écoute. Awa Thiaw dans une poignée de secondes et son invité. Bon dimanche à toutes et à tous. Au revoir. mbow yu may mbow sa kaw doon sa lapataake ba benn xalaat politicien bu bandu la saña attaqué man sama yéene mooy baa doole bi ma nekkal ko gémmiñam noppam ak bëtam saa su ne may faacee mbébétam dàq mimétisme andi civisme heurte sa conscience ngir nga mën a demee ci bon sens man sama yéene mooy sama rap doon li jëlee baa peuple bi si yoonu ñàkk tàggat ko ba mu mën a dundee si li mu ñàkk wan ko nu muy jëfee ba benn marchand d'illusion du ko mën a bluffé